Ce qu'on a fait, donc, c'est engager une évaluation dans la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen de ces lignes directrices. Qu'est-ce que c'est ces lignes directrices? Ce sont en fait des adresses à l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne, qu'ils soient de la Commission, qu'ils soient parlementaires également, qu'ils soient ambassadeurs d'un des États de l'Union, à protéger, mais de façon très concrète, les défenseurs des droits de l'homme. Ça passe par exemple par assister à des procès dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils ne vont pas être équitables ou qu'ils sont abusifs ou qui visent simplement à réprimer un opposant politique ou un délit d'opinion. Ça passe par le soutien aux familles des personnes défenseurs des droits de l'homme qui sont emprisonnées. Ça passe aussi par une capacité d'action dans l'urgence de personnes qui peuvent être tout simplement menacées de mort et pour lesquelles il faut agir rapidement pour les faire sortir du pays, par exemple. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'ambassades, d'États de l'Union qui peut-être connaissent, mais ont mis dans un tiroir et n'utilisent pas cette politique de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut justement arriver à dépasser ça pour en faire une espèce d'acquis commun européen, pour qu'il y ait des pratiques, des façons de se comporter dans les pays tiers qui aient cette dimension européenne, qui ne soit plus dépendante des bonnes ou plus ou moins bonnes relations qu'on entretient avec tel ou tel dirigeant d'un pays tiers. Ce que Randink a eu dans toutes ces batailles, c'est un fort soutien du Parlement, du Conseil, de la Commission sur place pour ses actions. Les ambassadeurs de l'Union, pas tous évidemment, mais beaucoup, étaient présents lors de son procès. C'est des façons de manifester un soutien. Donc il est clair que le soutien à Randink, comme le soutien à Orhan Pamuk, quand il a été également accusé d'ailleurs par le même article 301, désormais fameux et criminel article, donc ça, c'est une forme évidemment concrète de soutien à ces personnes. Mais pour ce qui est de la protection physique, là, je crois que c'est vraiment au gouvernement en Turquie d'agir et de développer la sécurité nécessaire. Le dernier congrès de la Ligue tunisienne des droits de l'homme s'est tenu l'année dernière, donc fin mai. Alors là aussi, ça fait partie, j'allais dire, des formes de protection, c'est-à-dire de protéger non seulement les personnes, mais les activités aussi. Moi, j'étais sur place avec des personnes de la Commission européenne, avec des ambassadeurs des États de l'Union également, et je crois que cette présence était importante, pour témoigner de la violence extrême et de la façon dont, in fine, ce congrès n'a pas pu se tenir, pour voir à quel point la hargne s'est déchaînée sur tous les membres, le président et le vice-président, mais notamment la vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, en tant que femme, et importante aussi pour manifester aux autorités tunisiennes notre désaccord avec leurs pratiques. Beaucoup d'États profitent de l'absence de définition, en fait, internationale du terrorisme, pour faire rentrer dans cette catégorie leur sale besogne nationale. Hein. Et donc chacun s'invente son terroriste. Sous ce couvert se développent des pratiques de violence d'État qui sont extrêmement préjudiciables aux droits des personnes en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier. Il y a quelques rapporteurs spéciaux des Nations Unies, moi, sur lesquels je me suis beaucoup appuyée. Je crois que c'est des gens qui font dans des conditions de pauvreté matérielle, c'est-à-dire qu'y compris pour se déplacer, rédiger leurs rapports, etc. Madame Gilani, je crois que son travail est salué par tous les gens qui ont lu ces rapports, hein, donc doit être renouvelé dans sa fonction. La position du Parlement européen, celle que je porte quand je vais pour le Parlement européen à Genève, qui est aussi celle du Conseil, c'est que nous souhaitons le renforcement de ces procédures spéciales et la garantie de leur indépendance.